Bonjour et bienvenue sur Viragora. Aujourd'hui, nous vous proposons sous forme de podcast une rencontre avec Pierre-Marie Terral et Sébastien Verdier qui sont respectivement dessinateurs et scénaristes de la bande dessinée Larzac, histoire d'une résistance paysanne, publiée en mars 2024 chez Dargaud. L'enregistrement est émaillé de quelques petits problèmes techniques que nous avons essayé au mieux de corriger. J'espère qu'ils ne vous poseront pas de problème et je vous laisse donc en compagnie de Pierre-Marie Terral et Sébastien Verdier. Du coup, donc merci à vous deux de répondre, de répondre à notre appel et de venir répondre à nos questions. Donc la première que je vais vous poser, c'est très simple, c'est est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement? Qu'est-ce que vous avez fait avant? Qui êtes-vous? Moi je suis Sébastien Verdier, je suis le dessinateur du Larzac et voilà, ça fait plusieurs années que je suis dessinateur de bande dessinée ce que j'avais fait juste avant c'était Orwell et puis voilà. C'est un peu grâce à Orwell que j'ai rencontré Pierre-Marie, je pense, parce qu'il avait lu et qu'on était relativement voisins. Il s'est présenté à moi pour me proposer son projet. Ok. Pierre-Marie, professeur d'histoire-géographie et auteur à mes heures perdues qui sont de moins en moins nombreuses. Je me suis un peu spécialisé, entre guillemets, on m'a parfois appelé l'arzacologue, ce qui est assez rigolo. Je me suis un peu spécialisé sur cette lutte et à force de l'écrire, de la décrire, c'est un peu l'anatomie d'une lutte. Et c'est un peu ce qu'on a fait dans cette BD en essayant de laisser assez de place pour l'aspect humain et pour l'humour qui a été à l'œuvre pendant ces 10 ans, de 1971 à 1981. Et effectivement, je pensais que ça pouvait vraiment rentrer dans une bande dessinée. Et puis, connaissant Sébastien, de renom, j'allais dire, comme nom, j'ai fini par me décider au bout de quelques années à lui en parler et finalement l'idée en tout cas l'a emballé et c'est devenu un projet. Ok. Parce que du coup la deuxième question que j'allais poser c'est comment est-ce qu'on en est arrivé à faire cette bande dessinée, ce projet-là? Qu'est-ce qui a fait que ça a matché pour vous deux sur ce sujet-là? Moi je pense que c'est quand même le sujet d'étude de Pierre-Marie. Alors ça remonte à loin, je pense que c'était ton sujet d'étude parce que déjà tu étais un local, tu es de Millau, tu as baigné un peu dans ce tissu-là, tu les connaissais plus ou moins, donc je pense que inévitablement en faisant tes études d'histoire, voilà, pour lui ça a été une évidence de travailler là-dessus, de creuser là-dessus parce qu'en plus il n'y avait rien, je pense. Il n'y avait rien, donc voilà, il a pu travailler là-dessus. Puis après, alors je sais pas comment lui il a pensé, il le dira mieux, mais à mon avis quand on travaille sur un sujet comme ça, peut-être à un moment on se dit qu'on travaille aussi pour des gens qui sont un peu spécialistes là-dedans ou qui sont plutôt férus d'histoire, mais ça va pas aller peut-être vers le grand public et peut-être que de faire une bande dessinée ou de faire des documentaires c'est le moyen de faire parler d'un truc auprès d'un plus grand nombre, de faire une forme de vulgarisation. Donc je pense que pour lui c'était ça l'idée un peu de faire une BD. Là, il y a quelques jours, ça m'arrive assez peu, mais en regardant un compte rendu, un article, une recension de la BD qui était très sympathique. Il y avait un avis au-dessous, je regardais par curiosité, c'était apparemment une jeune fille, enfin jeune par rapport à moi en tout cas, qui disait j'ai découvert cette lutte, ce combat que je ne connaissais pas. Et donc c'était vraiment l'idée aussi de transmettre à une génération plus jeune que la nôtre, moi qui arrive à 45 ans maintenant. Sébastien ne dira pas son âge parce que c'est pas respecté les auditeurs. Mais voilà, je vois mes élèves au lycée, ça fait vraiment partie des choses qu'ils ne connaissent pas et c'est normal, hein, c'est pas une critique, mais voilà, c'était une lutte, un combat de 10 ans à hauteur de femmes et d'hommes qu'on voulait raconter. Et il y avait tellement d'événements ou insolites ou parfois plus dramatiques que ça pouvait bien coller, me semblait-il, avec l'esprit d'une BD, même si j'étais pas le spécialiste le plus éminent de la discipline. Puis en plus c'est vrai que ça mérite d'être connu parce que sinon il reste dans l'esprit des gens, il reste un truc un peu cliché, voilà, les brebis sur le Larzac, mais ça va pas plus loin quoi. Donc voilà. Donc, justement en plus c'est un élément qui est central dans la bande dessinée de cette idée que enfin, je rebondis un peu là-dessus, mais le fait que justement ce cliché-là, c'est ce qui avait un peu nourri le gouvernement en disant regardez, c'est des artistes. C'est vrai, exactement. Ouais, ce sera facile. On n'a pas trop besoin de se poser de questions. Exactement, sauf qu'ils n'avaient pas mesuré qu'on était après mai 68 dans un espace occitan et que tout ce contexte pouvait s'agréger autour du refus de l'extension. Et c'est vrai que cette lutte
victorieuse, elle continue d'inspirer. Et pour diverses raisons, je me suis retrouvé dans de nombreuses zones à défendre, de Sivens à Notre-Dame-des-Landes, en passant par Bure et ailleurs. Et c'est vrai que partout, il y a eu une vraie curiosité pour le Larzac, c'était avant la BD. Mais cette génération de 25, 30 ans, 35 ans, qui ne connaît pas forcément ce qui s'est passé, c'est pas l'alpha et l'oméga de toutes les luttes, mais c'est un exemple d'un combat qui a réussi à être victorieux grâce à une mobilisation de 10 ans en milieu rural, avec des paysans qui ont gardé l'initiative et en accueillant un soutien national et parfois international, puisqu'il y avait de nombreux Allemands militants antinucléaires qui sont venus. Donc c'est vrai que c'est assez singulier. Et puis pour revenir à notre département de l'Aveyron, il n'y a pas eu non plus 50 exemples de la sorte dans un département assez conservateur, à part le combat des mineurs de Casseville en 1961, qui était emblématique et qui était magnifique, mais on n'a pas eu... on pouvait penser aussi à la grève des gantiers de Millau en 1935, avant le Front populaire, mais notre histoire locale ne regorge pas forcément d'épisodes aussi saillants dans l'histoire sociale. Donc c'est un événement assez marquant, quoi, d'autant plus parce que c'est en Aveyron, qui n'est pas une région très connue. Et voilà, et puis c'est quand même une lutte de 10 ans, et si on regarde des luttes de 10 ans qui ne se sont pas enlisées et qui sont arrivées à avoir gain de cause, ou gain de cause, comme je dis parfois, eh bien, c'est pas si fréquent. D'accord. Et du coup, on parle de la lutte, etc., mais peut-être rapidement résumer pourquoi il y a eu toute cette résistance paysanne sur le Larzac pendant 10 ans. Alors en 1971, le gouvernement, par la voix de Michel Debré, ministre des Armées, eh bien, annonce son projet d'étendre le camp militaire de la cavalerie, le camp du Larzac, qui a été créé en 1902 sur une terre qu'on jugeait désertique. Certains paysans, il ne faut pas le cacher, dans les années 1950-1960, voyant l'exode rural avancer, souhaitaient eux aussi vendre. Mais dans les années 1960, eh bien, plusieurs agriculteurs, gros agriculteurs même, se sont installés avec l'esprit un peu de pionnier, en pensant qu'on pouvait faire quelque chose de cette terre. Et que le gouvernement est donc arrivé trop tard en 1971, il ne s'attendait pas à une levée de fourche ou une levée de bouclier. Pourtant, c'est ce qui s'est passé, ça a été modeste au départ. C'est ce qu'on appelait un bouclier départemental avec le soutien du conseil départemental de l'Aveyron, c'était bien avant l'époque Arnaud Viala. Et finalement, ça a pris de manière... ça a mis longtemps à prendre, mais ça a pris et ça a tenu, ça s'est cimenté avec des personnes qui n'auraient jamais dû se rencontrer. C'est ça qui est assez passionnant. Des paysans du COS qui n'étaient jamais sortis parfois, sauf pour aller au service militaire ou à la guerre en 40, et des militants venus de Paris ou des grandes villes qui avaient une idée assez vague de ce que pouvait être l'agriculture et la paysannerie. Et finalement, bon an, mal an, ils ont tenu 10 ans. Ok, super. Du coup, l'autre question que je me posais, c'était sur l'aspect recherche, en fait, comment est-ce que vous êtes documenté? Alors, Pierre-Marie, je pense que vous avez un gros matériau, mais Sébastien, pour le coup, tout ce qui est dessin, reproduire les personnalités, les paysages, comment est-ce qu'on rend visuellement un compte-rendu, entre guillemets, de cette histoire-là, quoi. Pierre-Marie, déjà, en écrivant le scénario, il avait joint pas mal de documents photos. Il y en a quelques-uns, d'ailleurs. Ouais, il y en a qui sont là. Après, dans un premier temps, on était allés ensemble avec son père, le père de Pierre-Marie, qui connaît très bien la bergerie de la Blaquière, par exemple, qui a pu me montrer les pierres, parce qu'il y a plein de pierres taillées par différentes personnes. Il y a une pierre de la CFDT, il y a plein de pierres gravées qui signalent la présence ou le passage de quelqu'un. Et le premier enfant qui est né avec sa petite pierre à son nom. Ouais, exactement. Donc on avait passé une journée avec Pierre-Marie, son père, à faire un peu le tour des principaux villages qu'on voit dans la bande dessinée. À la Blaquière, on était allé à Montredon aussi. Voilà, déjà que je puisse prendre quelques photos voilà, exactement, pour avoir déjà une idée de la topographie, des paysages. Et ça déjà c'était un premier élément important. Après il y a tout ce qui est les protagonistes, les différentes personnes qu'on voit.
Bon, là pareil, il y avait Pierre-Marie avait pas mal de photos, mais il y en a beaucoup qu'on voyait dans des petits reportages qui étaient faits à l'époque sur France 3 ou parce qu'à l'époque, mine de rien, ça occupait quand même pas mal d'actualités, que ce soit la presse, même la télévision, il y avait beaucoup de sujets. Ouais. C'est même étonnant aujourd'hui de se dire qu'on a oublié le fait que ça occupait l'actualité, de la même façon qu'aujourd'hui on a l'Ukraine, et on se dit pas que dans le même temps on a oublié le fait que l'Ukraine occupait l'actualité, mais là ça occupait l'actualité assez fréquemment. Et donc on pouvait voir les différentes personnes du livre un peu sous tous les angles, donc je téléchargeais un peu des vidéos pour les avoir. Et puis après c'est une mise en situation. En cours de route, quand le projet est devenu sérieux, des protagonistes comme José Bové ou Michel Vincent ou d'autres nous ont aussi prêté des documents, dont certains que moi j'avais jamais vus, des photos de photographes, de journalistes qui leur avaient confié, des photos personnelles, et tout ça est venu s'ajouter à notre petite collection, des affiches, des autocollants, des tracts, tout ça. C'est vrai que j'avais pu faire une liste aussi de tous les photographes qui étaient venus faire des sujets photos, c'était impressionnant parce qu'il y avait des noms du genre William Carrel, pour ceux qui connaissent la photo, William Carrel. Il y avait un autre photographe, Michel Langronier, qui m'avait envoyé quelques photos. Enfin, j'avais au moins une dizaine de noms de photographes différents qui avaient fait des vrais reportages circonstanciés avec beaucoup de matériel. Donc honnêtement, la documentation, c'était pas le problème. Pour le Larzac, c'était ça pouvait, des fois ça peut même être trop, parce qu'après il faut faire un peu le tri. Exactement, il faut choisir. Exactement. Parce que du coup, ça se fait un peu dans une... parce que moi j'en ai parlé à quelques potes, et il y en a un qui a blogué parce qu'il pensait que c'était Joe Sacco. Il pensait que c'était... Parce que ça ressemble, la couverture fait beaucoup penser à celle de Joe Sacco, qui est un reporter qui utilise la bande dessinée, et il a parlé de thématiques qui sont proches sur Gaza. Sur Gaza, sur les natifs américains au Canada, il y avait un problème pour la terre, le contrôle de la terre, etc. Donc, et du coup, ça les a fait bloquer. Ils disaient, c'est pas Joe Sacco, non, c'est local. C'est local, mais c'est universel. Effectivement, ça nous renvoie à d'autres luttes pour la terre, que ce soit au Canada, comme tu disais. Ça me faisait penser à un livre américain que je suis en train d'oublier. L'auteur du livre Le gang de la clé à molette, c'est le premier. C'est Edward Abbey. Il en a fait un autre sur une ferme, un paysan menacé par l'armée qui étend une base atomique à côté de lui et qui finit par, c'est pas la ferme, la plaine en feu, quelque chose comme ça. Edward Abbey, c'est quelque chose, Et donc, quand je lisais ça, j'étais en train d'écrire ma thèse sur le Larzac. Je me disais, c'est vraiment une problématique universelle, même si le Larzac n'a pas été universel, il a été local et national. Il y a eu des soutiens nationaux. Mais en 1972, il y a déjà un article dans le New York Times qui montre que c'est une problématique qui dépasse largement quand j'ai vu l'histoire, en voyant les paysages en allant sur place, en voyant les paysages du Larzac et en voyant l'histoire, moi je me suis figuré ça comme un combat d'Indiens contre des cow-boys, et les Indiens gagnent à la fin, quoi. C'est ça. Mais bon, ça c'était. Et les Indiens sont venus d'ailleurs, et ils sont magnifiquement représentés dans l'album. Oui, il y a Little Fever qui vient. Petite plume, Et ça m'avait étonné, et en même temps pas tant que ça, parce que pour la petite histoire, moi je suis tarné. Ne tapez pas s'il vous plaît. Personne n'est parfait. C'est ça. Et il se trouve que vers Valence-Albigeois, il y a un lopin de terre qui a été donné par un paysan à une tribu Lakota, qui les Sioux. Et je me disais, c'est rigolo que dans le sud-ouest de la France, il y a plusieurs endroits comme ça où il y a des échanges. Les Indiens Osages, là-bas, c'est où ça? Les Osages. C'est à Montauban ou c'est par là-bas? Ouais, vers Montauban, il y a aussi une histoire comme ça où en fait, c'est les Osages qui étaient perdus dans le coin. Ils ont été des habitants qui en sont venus en aide et ils ont gardé des liens. D'accord. Je crois même qu'il y a eu des mariages en fait. Il y a un gars qui est resté, il se dit, je crois. Mais c'est de l'époque de la Seconde Guerre, peut-être ça? Non, c'est quoi? C'était les Indiens. C'est après, c'est plus tard. C'était en tournée. Et en fait, ils ont été abandonnés dans leur tournée, je me rappelle plus. Je l'ai lu il y a pas longtemps, ça me rappelle plus. Et du coup, ils sont restés. Il y en a un ou deux, je crois même, qui sont carrément restés. Ils ont rencontré des gens, ils ont dit c'est marrant, on va bouger. Donc, moi, je trouve ça rigolo qu'il y ait ces petits. Mais c'est marrant en plus parce que dans le discours occitan des années 1960, les militaires occitans, au moment du Larzac, au moment de pas mal d'autres combats, aussi du combat viticole dans le Midi,
Le discours occitan, c'est vraiment on ne veut pas finir comme une réserve d'Indiens Oui, voilà. uniquement valorisée par le tourisme. Oui, On c'est veut ça. vivre et travailler au Ouais, pays ouais. et pas simplement servir d'Indien dans le décor comme dans une réserve. Ouais. Puis il y a une thématique, voilà, c'est un peu audacieux le rapprochement que je vais faire, mais il y a la thématique entre guillemets coloniale, dans le sens où on est sur, comme vous dites, on est sur un terreau occitan, où on parle plus la langue, où il y a eu un historique, bon on n'a pas le génocide, Ouais. on peut l'avoir en Amérique du Nord, mais il y a quand même ce truc de... il y a une culture qui a été petit à petit effacée par l'État, et c'est un autre point commun qu'on peut Il y a un trouver auteur avec, occitan qui s'appelle Serge Mallet à cette époque qui dit on est les colonisés de l'intérieur. Et voilà, c'est ça. Et ouais, moi je trouvais ça, c'est un des points du livre, j'ai trouvé, enfin de la bande dessinée, j'ai trouvé intéressante. Parce qu'en fait, du coup, à rebondir sur ce qui a fait que beaucoup de gens ont redécouvert le Larzac, c'était le documentaire Tout ce Larzac, qui est sympa. Mais et moi, pour le coup, je l'ai vu juste après, parce que ça faisait des années que je voulais le voir, je l'ai vu après avoir lu la BD. Et je l'ai trouvé bien, mais déjà, il y a plein de choses qu'on voit dans la bande dessinée qu'on ne voit pas dans le documentaire. Il y a des détails, mais pas que des détails d'ailleurs. Il y a la place des femmes, par exemple. Il y a tout le moment où Charlie Hebdo a beaucoup soutenu la lutte. Et il y avait Cabu qui avait fait des dessins en mettant en avant les femmes de paysans, en disant elles font partie de la lutte, elles ne sont pas effacées. Voilà. Et ouais, non, je trouve que c'est vraiment... Comment il dit ils ont de belles ça, femmes, c'est ça le paysan. Non, mais c'est une des rares personnes qui avait dit ouais, mais elles sont quand même là parce que font tourner la ferme quand le mari s'en va pour faire entre guillemets le coup de poing, parce qu'on est sur un mouvement non violent, mais il y a quand même eu des trucs un peu spectaculaires qui sont arrivés. Et ouais, donc moi je pense que c'est une des choses qui m'avait vraiment plu aussi, c'est le côté internationaliste, quoi, sur les gros rassemblements. Il y a eu 2 ou 3 gros rassemblements où c'était presque des Woodstock, où il y avait de la musique, etc. Il y avait un agglomérat, il y avait les gars de l'IP qui étaient venus. Donc ça aussi, le truc de la convergence des luttes, c'est intéressant. Il y a plein de trucs qui se sont faits à cette époque-là qu'on revoit aujourd'hui dans les... La solidarité paysan-ouvrier, l'antimilitarisme, l'émergence de l'écologie, c'est assez passionnant parce qu'au début, en 1971-1972, il y a une association pour le Larzac et son environnement. Mais en réalité, ils parlent de quinto, ils parlent d'hectares, de productivité, pour montrer que ce sont des vrais agriculteurs, que leurs fermes sont rentables, en voulant parler en quelque sorte au gouvernement. Et quelques années plus tard, on voit qu'ils parlent davantage à l'opinion et qu'ils parlent de paysage, qu'ils parlent de leur cause d'une autre façon. Et ça s'est fait au contact des nouveaux venus ou des militants qui sont venus les soutenir. Et donc il y a une prise de conscience du fait que leur patrimoine, c'est pas que les hectares, c'est aussi l'environnement qui les entoure. Et ça, c'est assez intéressant. D'autant que quand je faisais mes recherches, j'ai eu à peu près tout ce que compte la galaxie écolo des années des fondateurs des Verts, d'Alain Lipietz à Dominique Voynet et d'autres. Et tous et toutes disaient que le Larzac a été un moment fondateur, puisque ça a duré longtemps, et c'est aussi une prise de conscience, et c'est devenu une sorte de valeur refuge à l'époque où les valeurs d'extrême gauche étaient un peu en perte de vitesse. Fin des années 70, c'est la mort de Pierre Goldman, c'est assez trouble, c'est les débuts d'une sorte de terrorisme d'action directe, voilà, c'est les desperados en fait, voilà. Et l'écologie, avec Greenpeace qui naît en 72 aux États-Unis, ça commence à poser quelques jalons, et le Larzac en fait partie. Ouais. Mais justement, pour rebondir sur Edward Abbey, c'est l'époque où il sort ses livres, en fait, où il parle le gang de la Clamolette. C'est cette époque-là où il commence à développer le sabotage. Ouais, cette thématique-là qui revient, parce que là, il y a pas longtemps, il y a eu un film qui s'appelle Comment saboter un pipeline, où on reprend ces trucs de on va s'en prendre aux infrastructures qui menacent l'environnement. Mais du coup, c'est intéressant parce que dans les questions que j'avais préparées, il y avait la préfiguration des luttes actuelles, parce que ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'il y a tout le répertoire en fait. Il y a plus ou moins, on est presque sur de la ZAD. Il y a l'occupation illégale de bâtiments, il y a les modes d'action, c'est vrai. Les marches, je sais pas, dans la même décennie, il y a la marche des beurs, je sais pas si avant ça il y avait eu des marches comme ça de militantes. Peut-être aux États-Unis, peut-être pour les droits civiques. Alors, les marches des droits civiques. La marche des beurs, la marche pour l'égalité, oui, c'est en 1983. Après, en France, si on revient aux années 1930, ce qu'on appelle des marches de la faim, dans le contexte de la crise de 1929, des marches de cette ampleur, il n'y en a quand même pas beaucoup. Mais celle-ci, celle des paysans du Larzac, elle est intéressante parce que c'est
ils arrivent à y donner une allure d'épopée, puisqu'il y a aussi une part de mise en scène. Et, là, je ne sais plus si on le dit, je ne me rappelle plus, mais effectivement, je crois qu'on ne l'a pas mis, ça met un fils d'agriculteur qui revient au pays, qui est devenu professeur de sport, professeur de PS, mais il se fait tancer par les vrais paysans, entre guillemets, parce qu'il porte un jogging et ça ne fait pas paysan du Larzac, donc il est prié d'aller se rhabiller. Donc voilà, les paysans du Larzac, ils deviennent conscients de l'image qui est la leur, et ils jouent aussi cette communication-là du pot de terre contre le pot de fer. Et ça, on le montre aussi par aspect. C'est un mouvement, et la communication, jouer le faible contre le fort avec la non-violence, ça fait partie du mouvement. Donc on a essayé non plus de ne pas être naïf en décrivant, ne pas le mythifier non plus, même si c'est ce qu'on fait aussi volontairement en montrant les rassemblements et puis avec les belles images du COS de militants et surtout de militantes. Parce que du coup, il y a l'aspect vraiment lutte joyeuse. C'est hyper. Il y a beaucoup d'humour, il y a tous les jeux de mots, il y a tout le truc. Du coup, je trouve que faire une BD avec ça, c'est logique parce que c'est une histoire de BD en fait, finalement, ce truc-là. Avec plein de blagues, on dirait un truc fait par Franquin. Le ton qu'a mis Pierre-Marie dans les dialogues, en mettant des calembours, des jeux de mots, tout ça, c'est tout à fait approprié parce que, effectivement, ils étaient suivis par le Canard enchaîné, Charlie Hebdo, il y a un peu le même état d'esprit. De mettre les rayures dans sa poche, de tourner en dérision l'État et son arbitraire. Puis en plus c'est vrai qu'il y a eu une créativité pas possible autour de tout ce qui s'est passé avec les affiches pour les rassemblements, les actions. C'est d'une richesse picturale incroyable, quoi. D'ailleurs, il y avait eu un livre qui avait recensé un peu toutes les affiches qui avaient été faites autour du mouvement du Larzac. Je sais que Pierre-Marie m'avait prêté un livre qui avait été fait par le comité Larzac de Paris après la lutte, qui reprenait plein de dessins, de petites BD qui avaient été faites autour du Larzac. Il y avait la Garde-Armes au Larzac. En plus, il y a la Garde-Armes au Larzac. Qui vit toujours d'ailleurs, Garde-Armes au Larzac. 1100 abonnés encore en France. C'est pas mal. En 50 ans, un peu plus de 50 ans de... C'est pas mal, ouais. Et la manif, la lutte, c'est devenu un véritable art de vivre. Il faut songer par exemple que sur le Larzac, pour distribuer le courrier, eh bien, le facteur il se rendait directement à la manif, comme ça il avait tout le monde sur place. C'était des anecdotes assez incroyables. Et sur chaque action, eh bien, ça finissait toujours comme le banquet d'Astérix. Il y a un repas, un pique-nique à la fin. Et cette joie dans la lutte, ça a toujours été véhiculé. Et le film qui est sorti récemment sur l'action de José Bové au Parlement européen avec Bouli Lanners le montre, c'est-à-dire lutter avec toujours le sourire en coin souvent pour se moquer des puissants, mais l'esprit d'impertinence du Larzac, ça a toujours été ça, et ça finissait toujours bien à la fin de la journée ou de la demi-journée avec un pique-nique, et ça a surtout bien fini en 1981, mais cette fin, ça a été aussi le début d'autre chose, et ça on le raconte plus dans la postface, parce qu'on ne pouvait pas faire non plus 500 pages, mais ce qui est assez intéressant, c'est que l'amalgame a pris entre paysans et nouveaux venus sur le COS, et que depuis, il y a de nouvelles générations qui sont toujours installées grâce à l'office foncier, la Société civile des terres du Larzac, où on est locataire et pas propriétaire de la terre. Ça permet à des jeunes gens qui ne sont pas nés dans une famille d'agriculteurs de s'installer. Et ça, s'il y a peut-être un seul héritage du Larzac à souligner, c'est celui-ci. C'est-à-dire que c'est possible de s'installer comme agriculteur et agricultrice, puisqu'il y a beaucoup de femmes. Et il y a plus d'agriculteurs sur le Larzac aujourd'hui qu'en 1971, grâce au fait que la terre achetée par l'État pour agrandir le camp militaire est relouée aux agriculteurs aujourd'hui par l'intermédiaire d'un office foncier, et que si on veut installer des agriculteurs, eh bien, c'est peut-être de ce côté-là qu'il faut regarder. Okay. Non, mais ça c'est un truc que j'ai trouvé intéressant de ce moment où ils demandent à des avocats, il y a des avocats qui disent ok, on peut mettre en place des stratégies de si vous êtes 50 000, il va falloir négocier avec 50 000 sur les livrets militaires. C'est impossible, donc ça permet de gagner du temps, de détourner. Qu'est-ce que je risque si je renvoie mon livret militaire? Beaucoup, mais si vous êtes des milliers à le faire, c'est l'État qui prend un gros risque. Là oui, c'est trop compliqué. Non, il y a vraiment le côté massif, puis en plus, ce qui m'avait frappé, c'était à quel point il y avait le côté internationaliste, et il y avait le côté aussi, à l'échelle du pays, c'est qu'il y avait énormément de gens qui les soutenaient, et pas que localement, quoi. Quand ils vont à Paris, il y a un comité dans pas mal de villes qui traversent, il y a toujours des gens qui les soutiennent, qui leur donnent une énergie, une force. Alors avec Sébastien, dans peu de temps, on va aller à Chambéry pour signer le livre, ce sera un grand plaisir. Alors il est décédé aujourd'hui, mais quand je faisais mes recherches, j'avais reçu par la poste 2 énormes cartons
dizaines de kilos, de comité Larzac Chambéry, un certain Michel Coincin, et j'en ai reçu des comme ça, des gens qui sont solidarisés avec le Larzac, qui étaient déjà militants avant, et qui ont toujours suivi ce qui se passait sur le Larzac, même 40 ans après. C'était assez touchant. Des personnes qui me disaient mais je préfère vous les envoyer parce que mes enfants, je ne sais pas ce qu'ils en feront quand je ne serai plus là. Donc il y a eu cet attachement. J'ai récupéré des rouleaux d'affiches entiers comme ça, des archives privées, des gens qui avaient tout à noter au jour le jour, ou alors aussi à Millau, un collectionneur qui avait dès le début compris qu'il se passait quelque chose et qui au jour le jour a gardé Serge Brouillet qui du jour au jour le jour est bien gardé les articles de la presse locale et nationale. Donc ce travail aussi et cette implication des personnes qu'on a oubliées dans cette lutte, c'est grâce à ça aussi qu'on a pu restituer nous à notre façon au jour le jour. D'accord. Ouais, donc il y a vraiment eu des archivistes vraiment qui ont fait un travail sur le moment. Et des archivistes qui ne censuraient pas, puisque quand il faut aller faire des recherches aux archives nationales, on n'est pas toujours aidé quand il s'agit du Larzac. Moi, on m'a fermé pas mal de portes aux archives de l'Aveyron. On m'a fermé les portes des archives nationales au départ à cause du conservateur des archives de l'Aveyron qui n'est plus en fonction aujourd'hui, parce que le Larzac, c'était pas politiquement majoritaire en Aveyron. Et donc pour aller, même avec des dérogations, pour aller chercher un certain nombre de choses dans les archives, vu que ça concernait l'armée, c'était compliqué. Alors si je retentais l'expérience aujourd'hui, une vingtaine d'années sont passées, donc ça serait plus simple. Mais il y avait toujours cette odeur de soufre concernant le Larzac. Et comme je le disais à Sébastien, c'était assez intéressant de voir ça j'avais pu y avoir accès, les rapports des renseignements généraux qui se postaient au rond-point et qui à la tête du client, c'est-à-dire à la longueur des cheveux, aux autocollants postés sur les voitures, collés sur les voitures, les 4 roues ou les 2 chevaux, et faisaient des signalements pour estimer le nombre de dizaines de milliers de personnes qui allaient être présentes au rassemblement, signe que les autorités n'étaient pas non plus très confiantes quant à l'issue du mouvement et qu'elles se méfiaient beaucoup de ce qui pouvait se passer. On a dit qu'on avait laissé créer un abcès de fixation sur le Larzac, mais je ne crois pas qu'on l'a vraiment laissé se créer. Il s'est créé tout seul, de bré ou de force, comme disaient les militants. Parce que du coup, il y a un événement qui est assez tragique quand même. C'est-à-dire, c'est le moment où il y a presque une bascule. C'est quand il y a la ferme, cette maison qui se fait dynamiter. Donc c'est à côté, c'est au Balquier. C'est à la Blaquière, ouais. Et du coup, avec cette famille qui miraculeusement s'en est sortie, mais... La famille Guiraud, parmi laquelle je compte des amis, eh bien pour ceux que j'ai rencontrés, ils étaient très émus de voir leur famille et leur histoire représentée dans la bande dessinée grâce au trait de Sébastien. Et ça a vraiment été le tournant de la lutte, c'est-à-dire la bombe plus ou moins artisanale qui a été posée pour faire sauter leur maison, où cette famille nombreuse avait 7 enfants avec un berger et évidemment les parents qui visaient en pleine nuit, et bien c'était vraiment pour les faire partir. Et comme le disent les gens du Larzac, si le sang avait coulé, eh bien la lutte du Larzac aurait été finie, aurait été terminée, ou alors elle aurait viré dans autre chose, mais il aurait été dur de rester non violent. Voilà. Dans tous les cas, c'était un point de bascule qui s'est fini heureusement sans trop de dégâts matériels, mais les cicatrices ne sont pas toujours visibles. Au final, c'est le seul moment où il y a vraiment de la terreur. Même si Sébastien peut-être peut raconter, mais effectivement la page ou les pages, c'est pas les mêmes, elles sont plus sombres, elles sont bien mises en valeur. Oui, c'est vrai qu'il y a une ça se passe en pleine nuit, ce côté nocturne. Oui, c'est vrai, parce que le lendemain, ça a été un peu tendu quand même, le lendemain ou le surlendemain, mais on ne sait pas vraiment qui est derrière l'attentat en fait. Ça, c'est la question que j'allais poser, parce que finalement... Mais il pouvait effectivement y avoir une volonté de pourrir le mouvement en faisant... Ça, c'est plutôt orienté vers une piste locale, mais une piste locale qui a quand même pris soin de semer des clous pour que ceux qui allaient chercher des secours crèvent dans la nuit. La préméditation pour empêcher des gens de venir. Là, c'est vraiment...
Parce que moi j'avais vu une hypothèse, c'était un documentaire sur Larzac où ils évoquaient que ça pourrait être des militaires qui étaient au camp, qui en avaient marre, qui auraient dit bon, ben c'est bon, qui voyant qu'ils reculaient constamment auraient voulu faire un dernier truc. Voilà. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de enquête. Voilà, on s'oriente vers une piste locale, ça peut être des militaires locaux. Mais moi j'en ai rencontré aussi des anciens militaires, je suis allé aussi les voir, d'anciens légionnaires venus au camp du Larzac, et l'un d'eux, qui est décédé aujourd'hui, me disait on avait pris un coup de pied au cul en Algérie, on ne voulait pas en prendre un deuxième à cause de ces petits paysans. En gros, c'était sa phrase. Et pour eux, c'était une véritable humiliation, puisque 71, on est 10 ans à peine après l'Algérie. Et pour ceux, les militaires de carrière, parce que les appeler, c'est autre chose, ils étaient là, souvent ils se solidarisaient des paysans, d'autant plus que les paysans les les paysans leur offraient des tartines de Roquefort en plus. Mais les militaires de carrière, c'était autre chose, et pour eux, c'était une véritable humiliation. Ils ne se voyaient pas reculer à l'intérieur de la France comme ils avaient reculé à l'extérieur. Et ça rejoint le truc de la colonisation aussi, on est sur des thématiques de l'armée qui est là pour exécuter. C'est assez, Autant aujourd'hui, l'armée a une toute autre image probablement, déjà parce que la jeunesse ne la côtoie plus directement, il n'y a plus de service militaire. Et d'autre part, on est 10 ans après la fin des guerres coloniales, et forcément, y compris les prêtres qui ont participé à la guerre d'Algérie. J'en ai encore vu un l'autre jour, Robert Mazeran, lors d'une projection, qui nous a raconté de nouveau ses souvenirs les plus sombres de la guerre d'Algérie. Le clergé aveyronnais, qui était majoritairement conservateur, il y a une partie, notamment celui qui a pris conscience politiquement au cours de la guerre d'Algérie, a été un élément essentiel de cette lutte du Larzac dans cette période post-coloniale. Oui, parce qu'il y a ce moment où en fait, dans les églises, pendant les sermons, il y a ce truc-là, puis il y a un truc que j'ai trouvé assez émouvant, il y a ce moment où on parle du fait, car on parle beaucoup du côté joyeux, mais forcément il y a des moments où quand l'hiver arrive, c'est beaucoup plus compliqué. Puis, moi le truc qui me rend admiratif, c'est que c'est un métier extrêmement dur, extrêmement prenant, et en même temps, ils prenaient le temps et l'énergie de faire toutes ces actions-là. De lutter, ouais. Et il y a ce moment où on voit un prêtre rendre visite à un paysan qui en peut plus, qui en disant bon là faut tenir, même si on voit les voisins qui vendent les parcelles, etc. Faut essayer de. Et j'avais trouvé ça intéressant de voir vraiment tout le monde, quoi. Il y a les Mao, il y a les prêtres, c'est assez improbable. Les chasseurs, quasiment toutes les catégories possibles étaient un peu tout ensemble, tout le monde n'était pas d'accord, mais il y avait une espèce de dynamique globale, c'est assez impressionnant. Et justement, c'est la question que je me posais, c'est comment est-ce que vous voyez les aboutissements et les suites en fait, du mouvement, parce que mine de rien, même si c'est pas une terre de contestation, il y a eu ça. Après, il y a eu le schiste, les gaz de schiste. Il y a eu les fauchages d'OGM, il y a eu le McDo qui s'est fait démanteler. Donc il y a quand même une espèce de petite généalogie autour de ça. Je ne sais pas ce que vous en pensez sur les suites. Je ne vais pas parler tout le temps. C'était au départ, Larzac n'est pas du tout une terre militante, ou alors une terre engagée à droite et du côté de l'action catholique chez les agriculteurs. En 1960, il y a un jeune à la cavalerie pour les prisonniers FLN algériens qui sont enfermés dans le camp du Larzac. Aucun paysan ne se déplace, et les paysans ils obéissent aux gendarmes, ils les appellent lorsqu'ils voient un évadé. C'est vraiment un esprit où on obéit aux autorités, mais l'esprit a été totalement changé. Une grande partie des paysans a arrêté le combat en 1981, une fois qu'ils ont gagné. Mais ils ont continué à soutenir avec le journal Gardarem Larzac, en se tenant informé ou en participant ponctuellement. Un agriculteur très âgé que j'avais rencontré, il me disait de temps en temps il faut bien mettre un peu de piment dans la soupe. Et effectivement, sous l'impulsion de nouveaux venus, des Christian Rocaillerolle, des Christine Tellen, des José Bové, installés dans les années 1980 ou à la fin des années 1970, cette nouvelle génération elle a porté d'autres combats, et ils ont été pionniers dans le syndicalisme agricole en étant à la base de la création de la Confédération paysanne en 1987, en étant investis contre OMC, en démontant le McDonald's de Millau en 1999, en mesure de rétorsion contre l'embargo américain
sur le Roquefort et d'autres produits français. Donc tout ça, ça a continué. Et en 1999, quand le McDo de Millau est démonté, en 2000, il y a un procès qui réunit 100 000 personnes avec Noir Désir, avec Francis Cabrel, d'autres groupes qui viennent à Millau, avec Cabu, toujours lui, Wolinski et d'autres. Le Larzac s'est replacé sur la carte, cet endroit isolé s'est replacé sur la carte comme un bastion de l'altermondialisme, ce qui montre que même des territoires en marche peuvent donner l'impulsion de mouvements, parce qu'il y a aussi un savoir-faire militant extraordinaire, et en 1 heure de temps, ils peuvent mobiliser 300 personnes pour une manifestation devant la sous-préfecture de Millau. Il y a un tam-tam militant avant les réseaux sociaux qui n'existait pas, qui était assez impressionnant. Alors aujourd'hui, les générations ont passé, il y a d'autres lieux, le Larzac n'est plus un centre d'impulsion, mais il a été au moins jusqu'aux années 2000 avec ces 300 000 personnes en 2003, c'était assez extraordinaire avec Manu Chao, Sébastien Verdier et d'autres qui étaient présents. Même en 2000, j'y étais. Non, puis ils ont soutenu aussi vachement d'autres combats, comme en Nouvelle-Calédonie, les Palestiniens. Il n'a pas vu le sous-commandant Marcos aussi il n'y a pas un truc comme ça aussi Il y a un roman, il faut que je le lise, mais il y a un roman qui s'appelle Rodez Mexico, qui parle du fait qu'il y a de Julien Villa, si je dis pas de bêtises. Villa, mais c'est ça. Et qui parle de. À la base, c'est une pièce de théâtre, il imagine un personnage, une espèce de qui découvre. Le sous-commandant Marcos, c'est génial. Et c'est la lutte au Chiapas, c'est ça aussi, c'est les terres, c'est le rapport. Dans ces années-là, le Larzac est à Porto Alegre, il rencontre Lula quand il est syndicaliste, il rencontre le sous-commandant Marcos à Mexico, il rencontre Yasser Arafat, ce qui va être assez reproché à José Bové, qui le rencontre sous les bombes à Ramallah, si je ne me trompe pas. Donc c'est le début de tous ces ennuis, puisque rencontrer Arafat, c'est être antisémite. Mais voilà, la Palestine, l'Amérique du Sud et les Sans-Terre, il y a eu beaucoup de causes, mais la plus précieuse peut-être pour les gens du Larzac, c'est Larzac Kanak, avec Jean-Marie Djibaou, qui est venu plusieurs fois en brousse, comme il disait, sur le Larzac, se ressourcer lorsqu'il négociait les accords de Matignon. Et vraiment, il s'est vraiment imprégné de ce lieu, et il voulait, et d'ailleurs plusieurs personnes du Larzac, Hervé Haute, le spécialiste de la non-violence, est allé en Nouvelle-Calédonie pour sensibiliser les Kanaks à la non-violence, parce qu'à la fin, sinon, c'est toujours qu'ils se faisaient taper dessus. Les sensibiliser à l'autogestion en quelque sorte agricole pour se passer des bons services de l'État français. Si on regarde les scores électoraux de José Bové à la présidentielle, je crois que c'est 1,32%, mais par contre, il y a beaucoup d'endroits en Nouvelle-Calédonie où il est élu président au premier tour. Donc ça montre que... Alors pas à Nouméa, certes, mais dans beaucoup de tribus, il y a ce lien assez vif. Un peu plus rural pour la Nouvelle-Calédonie. Alors du coup, il y a une question pour Sébastien. Du coup, c'est quoi Est-ce que vous avez des influences particulières pour ce projet-là, en général, ou pour ce projet en particulier c'est quoi qui vous a nourri pour travailler dessus, sur le dessin, sur le découpage, la façon le côté reportage BD, parce que c'est un truc qui est assez à la mode en ce moment, entre guillemets, il y a beaucoup de gens qui s'en font une spécialité. Ouais, mais tu parlais de Joe Sacco tout à l'heure, mais honnêtement, j'ai jamais trop lu. Je parcours des fois, j'envoie des ouvrages qui sont du reportage BD, mais c'est pas... je suis un BD fil classique. La franco-belge. Exactement, oui. Mais après, oui, c'est vrai que c'est intéressant de voir que la bande dessinée peut, aujourd'hui, peut aller dans des domaines aussi variés que la sociologie, la psychologie, la philosophie, le reportage, l'historique, l'essai. Ouais, c'est intéressant de se plonger là-dedans. Alors, c'était une première incursion avec Orwell dans un truc qui est un peu plus sérieux, on va dire, quelque chose de biographique, ouais, quelque chose qui n'est pas de la BD de divertissement. Et c'est vrai que là-dedans on trouve aussi des choses qui peuvent être palpitantes. Là c'est une aventure, de toute façon. Il y a le côté politique, le côté l'empreinte que ça a eu sur la société, le côté historique. Mais là-dedans c'est quand même il y a des aventures extraordinaires, plein d'anecdotes. Exactement. Donc ça reste de la BD d'aventure aussi, si on veut, quoi. Moi, comme je disais tout à l'heure, quand il m'a montré le scénario et qu'on a été sur le plateau du Larzac, j'ai vu les paysages, je me suis dit mais voilà, c'est un western.
western. Enfin, on peut voir ça comme un western. Si Le on veut. paysage est un Voilà. personnage. Exactement. Il n'y a pas des bisons, des brebis, mais c'est voilà, c'est vraiment quand on y est là-bas, franchement on peut s'y croire quoi. Donc voilà. Ok. Plutôt, Et après graphiquement, enfin les influences de dessin, je saurais pas trop dire. Enfin voilà, comme j'aime un peu tout en bande dessinée, je pense que c'est un mélange de plusieurs choses. voilà, je dois être nourri de plusieurs choses différentes, mais je saurais pas trop identifier. Voilà, après c'est un dessin classique. Voilà, en essayant effectivement de mettre en avant des petits détails des fois. Ouais. Voilà. Ok. Non, parce que moi je suis un gros fan par exemple de Derf Bagderf. Ah oui, qui a fait Ken State ou c'est celui-là, oui. Et du coup, il y a un petit côté. Oui, non, c'est vrai. Ken State. Oui. C'est pas très joyeux, mais pour le coup. Non, c'est pas joyeux. Celui-là, je l'ai lu, oui, effectivement. Et en plus, je me demande si c'est pas la même année que le début. Ouais, c'est possible, Je ouais. crois que c'est 75. Ouais, c'est en début des années 70, ouais. Et ouais, c'est ça, et du coup, ça m'a fait penser à ça, ce côté, voilà, on va quand même vraiment essayer de reconstituer une époque, des personnages, etc., avec un travail. Après, ça m'a fait penser, maintenant que j'y réfléchis, il y a une BD que j'ai lue avant de commencer Larzac, je crois qu'elle était sortie avant, c'est La Bombe, Ah oui. où je trouve qu'il y a un peu le même type d'approche. Il y a une approche historique, ouais. Il y a une approche un peu historique, voilà. Il y a l'effet scientifique, l'effet historique, mais ça reste quand même un récit. Il y a un récit quand même, voilà, il y a une histoire. Donc ça pourrait se rapprocher un peu de ça comme type d'ouvrage. Ouais. Et ouais, moi je trouve que ça s'inscrit là-dedans parce que La Bombe c'est un gros carton. Enfin, nous, ça s'est beaucoup vendu quoi, donc alors que c'est un gros pavé. Ouais, ça pourrait rebuter, mais au contraire, une fois qu'on est dedans. Et le public est au rendez-vous. Bon, après le sujet La Bombe atomique, voilà, mais c'est un peu sexy, mais ça passionne les gens. À voir Oppenheimer, oui, apparemment. Avec Oppenheimer récemment, on voit qu'il y a quand même une fascination autour du nucléaire. Ouais. Voilà. Non, mais moi je trouve ça intéressant d'avoir ce média-là. En plus, le fait que c'est souvent un média franco-belge, c'est vraiment français comme truc de raconter des histoires en bande dessinée quand même. Et comme maintenant, plus ça va, plus c'est respecté et bien vu, entre guillemets. Je trouve ça intéressant que maintenant on en soit une période où on a des essais comme. Et moi qui n'avais pas de culture BD très étendue, en fait j'ai imité personne, mais c'est grâce à Sébastien qu'on a réussi à trouver un ton sans tomber que dans le côté trop anecdotique, montrer que c'était en couleur mais qu'il y avait aussi des côtés sombres, mais sans avoir vraiment de références en tête, même si j'avais lu pas mal de choses. Mais voilà, c'était trop élevé pour Josako, j'en ai lu, mais voilà, c'est trop élevé pour se comparer à ce type de choses. Et j'avais pas d'exemple en tête. Moi, je suis parti de rien, de ce que je savais sur le Larzac et des conseils de Sébastien pour la mise en scène. C'est vraiment, vous avez chacun votre spécialité et vous avez trouvé un espèce de. Comme deux bulles qui sont. Ok. Non, mais du coup. Deux bulles de BD. Bien joué. Voilà. Du coup, on a un petit peu parlé, mais peut-être revenir dessus. Qu'est-ce que vous pensez justement de Tous au Larzac ce que vous avez. Moi je l'ai regardé, oui ça m'a servi aussi pour la documentation quand même. Il y a quand même pas mal de trucs communs. Et aussi pour avoir bien la chronologie des cadres, savoir. Non, c'est très bien. Alors, après c'est vrai que voilà, on a les mêmes faits, mais on voit la différence qu'il peut y avoir entre ce qui est du témoignage, c'est vraiment du témoignage dans Tous au Larzac, avec une voix off qui permet de faire le lien entre les différents témoignages et les images archives, et quelque chose qui est une mise un peu en récit quand même. Donc dans Tous au Larzac, alors c'est les protagonistes de l'époque qui témoignent, qui apportent un témoignage, mais je trouve qu'on ressent peut-être plus d'empathie à faire vivre des personnages, à les regarder vivre, que écouter des gens qui témoignent d'un passé. Là, on est dans leur présent et on les voit anxieux, on les voit voilà. Donc même si dans Tous au Larzac, il y a des moments émouvants quand ils parlent du moment où la ferme des Guiraud a sauté, on voit que d'un coup, même c'est en 2011, donc 40 ans après presque, ils sont encore ça un poids qui leur tombe sur les épaules quand ils en parlent. Oui, ça m'avait frappé de les voir même dans leurs yeux que ils sont restés marqués. Et Christian Rouault, en 2011, avec Tous au Larzac, a permis de sortir cette lutte de l'oubli. Alors, il en a fait un documentaire, même un film de cinéma, puisque ce film est allé jusqu'à Cannes. Il a travaillé
Et on a travaillé en parallèle sans se connaître, puisque moi j'ai avancé sur ma thèse qui est devenue mon premier ouvrage. Et pour connaître Christian Rouault maintenant, et qui est devenu un ami, voilà, il a voulu en 1h30 à peu près condenser 10 ans d'histoire, et je trouve qu'il s'en est vraiment plutôt pas mal sorti. On lui a reproché parfois d'avoir mythifié le Larzac, comme on le reprochera aussi à notre bande dessinée. Mais voilà, il a voulu en faire une espèce de saga et je crois qu'il est bien arrivé. Alors, il y a d'autres documentaires complémentaires, notamment. Il a aussi travaillé sur l'IP et sur un syndicaliste paysan alternatif, Bernard Lambert. Et je recommande de voir ce documentaire de Christian Rouault qui a fait une sorte de trilogie, donc Bernard Lambert, l'IP et Larzac. Et sur le Larzac, voir aussi le Serment des 103 de Véronique Garcia qu'on trouve en DVD et qu'on trouve maintenant, je crois, sur certaines plateformes. Film de 2021, très sensible, et le regard féminin qui est porté aussi peut-être sur le Larzac et avec les personnes interrogées apporte quelque chose de nouveau, un nouveau éclairage. Et ça se centre sur ce serment de 1972 où la parole donnée de ne pas lâcher la terre, de ne pas vendre à l'armée et de respecter la non-violence a été, comme le disait Pierre Burguière qui est décédé il y a quelques mois, sans ce serment on n'aurait pas tenu, mais on ne pouvait pas mentir aux copains une fois qu'on leur avait donné notre parole. Et dans le milieu paysan, la parole donnée c'est quelque chose d'important. Et c'est sur ces belles paroles que se conclut notre interview. Je souhaite souligner que Pierre-Marie Terral et Sébastien Verdier seront disponibles pour des différentes dédicaces à Presbulle, la maison de presse de Casseville, à Chambéry, à Limoges, au Festival de BD de Saint-Enimie fin juin, ainsi qu'à Montredon, haut lieu de la lutte paysanne sur le Larzac. Il ne me reste plus qu'à les remercier pour leur travail sur cette bande dessinée, leur temps et leurs réponses, et à vous remercier vous pour votre écoute. C'était Viragora, à très bientôt.